Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Un invité qui arrive en studio à cette heure-ci, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Bonjour. Bonjour. Faut se parler de ce qui a marqué la semaine en ce vendredi, l'arrivée de Donald Trump. Ça change quoi pour le Canada? Ça change quoi pour le Québec? Ça change quelque chose même pour le mouvement souverainiste? Faut toujours être prudent, parce que, surtout aux États-Unis, la politique est, disons, haute en couleurs. Mais avant de présumer de comment l'administration Trump va changer telle ou telle politique des États-Unis, l'approche du Parti québécois, ça a été de vraiment axer sur la diplomatie. Donc, à ma connaissance, je suis le seul à avoir écrit sur X des félicitations à Donald Trump comme il se doit. Silence très, très étrange de la part du premier ministre du Québec. Donc, pour vous, il ne faut pas se tenir la tête entre les deux mains en disant les Américains sont fous, là. C'est notre partenaire commercial principal. Puis, ils ont fait un choix démocratique. On peut avoir plein d'opinions, là. Mais au final, en diplomatie, notre rôle d'abord et avant tout, c'est de respecter leur choix et de voir comment un certain nombre de questions importantes vont évoluer. Mais évidemment, si on est respectueux, on a plus de chances d'influencer puis d'avoir un impact que si... En tout cas, j'ai trouvé le silence du premier ministre vraiment étrange, compte tenu que ce sont les États-Unis. François Legault aurait dû féliciter Donald Trump. Comme tous les leaders dans le monde. Comme tout le monde. Ce que j'ai fait. Mais une fois que c'est dit, c'est sûr que la question migratoire, elle est importante, là, parce qu'on parle potentiellement de 20 millions de personnes visées par des avis d'expulsion des États-Unis. Hier, J.D. Vance, dans une entrevue, ou c'est Donald Trump lui-même dans une entrevue qui a parlé de 11 millions. Et c'est impossible que sur 11 millions, il n'y en a pas au moins un pourcentage important qui vont penser venir au Canada. Là. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils voudront pas retourner dans leur pays. Ils ont quitté leur pays, ils ont fait des sacrifices, ils vont vouloir rester. Moi, je le dis comme ça, rester en Amérique du Nord. Fait qu'il reste juste un choix, c'est le Canada. Surtout que les politiques européennes ont vraiment changé depuis 2 ans. Donc, il y a un resserrement des visas, des frontières, des manières de traiter les demandeurs d'asile. Supposons l'exemple de la Hollande maintenant. On est dans une salle d'attente quand on prétend être demandeur d'asile, puis le gouvernement veut traiter ces demandes-là en seulement 28 jours. Rappelons qu'au Canada... Donc on s'en va pas dans le pays se promener à tort et à travers. Comme l'Australie. Donc, les règles ont changé en Europe, ça rend ça pas mal plus compliqué, alors que le Canada, lui, maintient le système le plus poreux, le plus laxiste à ce niveau-là. Essentiellement, notre système, c'est que toute personne qui prétend être demandeur d'asile rentre sur le territoire et va être là pour 2-3 ans, le temps qu'un appareil fédéral absolument incapable de faire son travail finisse par rendre une décision. Mais évidemment, quand François Legault dit 600 000 temporaires, c'est trop, et que là, on parle de 11 millions, 20 millions, ce sont des millions de personnes. Moi, je pense que la question, elle est légitime. Et lorsque le Parti québécois dit « Rappelez-vous de Roxham, rappelez-vous des changements aux aéroports », le fédéral est idéologique et dans une dérive idéologique sur ces questions-là. Et la vérité, c'est que le gouvernement du Québec n'a pas le contrôle sur l'aéroport, ni sur les frontières, ni sur les visas. Donc, ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire resserrer la frontière, demander des visas pour rentrer sur le territoire québécois, faire un premier tri à l'arrivée, faire des traitements rapides en 28 jours dans des endroits proches de l'aéroport comme d'autres pays le font, tout ça, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas les pouvoirs en immigration. Et c'était la prétention de François Legault d'obtenir les pleins pouvoirs en immigration. Nous, on veut obtenir ces pleins pouvoirs-là, puis on est transparent sur le fait que c'est l'indépendance du Québec qui nous le permettra. Vous êtes très sévère avec le fédéral sur la gestion des frontières. Vous n'êtes pas le seul. Mais pensez-vous que Pierre Poilievre ferait mieux? Parce que lui, il dit que, par exemple, la frontière, il y croit beaucoup plus. Il a commencé à parler de fermer le chemin Roxham bien avant. Pensez-vous qu'il ferait mieux? Bien, il faut l'espérer à court terme. Ceci étant, il n'y a pas le même traitement lorsque c'est le Québec que lorsque ce sont d'autres provinces. Rappelons-nous que dans Roxham, ce qui a fait tourner le vent de côté, puis qui a mené à la fermeture, j'aimerais ça me l'attribuer, là, parce qu'au début, c'est nous qui portions ce dossier-là, mais la vérité, c'est que tout d'un coup, l'Ontario s'est mis à chialer. Regardez l'attitude... Là, c'est devenu un dossier pan-canadien. Ça s'est retrouvé dans le Globe and Mail, dans le National Post. Puis là, du jour au lendemain, le fédéral s'intéressait à ça.
Mais quand c'était juste le Québec, c'était pas intéressant. Ben non, c'était les Québécois qui étaient racistes, potentiellement. C'était suspect. Pourquoi on parlait de ça? Merci de le dire. Pourquoi on s'énervait avec le chemin Roxham? C'était suspect. Merci de le dire. Mais de le quand rappeler. la mairesse de Niagara Falls a dit « Hey, nous autres, on n'en peut plus des migrants qui rentrent. » Quand la mairie de Toronto a dit « Moi, je vais faire une taxe Trudeau pour compenser toutes les dépenses par rapport à cet afflux puis cette perte de contrôle sur l'immigration. » Même chose lorsque on demande aux autres provinces « Êtes-vous prêtes, vous, à en prendre des demandeurs d'asile puisque vous avez de la vertu puis nous, on est des xénophobes? » Ah, surprise, il n'y a pas une province canadienne. Donc, Pierre Poilievre, c'est un politicien... Il y a Terre-Neuve, c'est pas vrai. Il y a Terre-Neuve qui était prêt à prendre un petit peu. Les autres, c'est... On salue les Terre-Neuviens. Oui. On sait pas combien, mais ils n'ont pas dit non, ils n'ont pas dit zéro. Pierre Poilievre n'a pas besoin du Québec pour prendre le pouvoir au fédéral. Et ses politiques vont être dictées par les intérêts de d'autres provinces. On peut espérer un resserrement, mais ce que je dis aux Québécoises et aux Québécois, c'est que sur des choses comme celle-là, comme tant d'autres, tant qu'on ne décidera pas par nous-mêmes, ce sera les intérêts de d'autres provinces canadiennes qui sont prioritaires par rapport aux nôtres. Et il y a un prix à ça, on l'a vu dans Roxham, dans cette perte de contrôle de la CAQ sur l'immigration. Dans l'histoire du dernier demi-siècle, il y a un peu plus, il y a eu toutes sortes... Il y a des arguments qui sont en faveur de rester dans le Canada, puis il y a des arguments qui sont en faveur de faire la souveraineté. C'est quelqu'un qui regarde ça objectivement, il y a des arguments des deux bords. Je dis ça comme préambule pour dire, rarement, de mon point de vue à moi, il y a eu le dossier de l'immigration dans les 5 dernières années, là. Perte de contrôle à la frontière, perte de poids politique du Québec dans le Canada parce que les chiffres de l'immigration sont devenus complètement sautés. Rarement, il y a eu autant d'arguments favorables à la souveraineté, mais des gros arguments, des tendances lourdes, et la souveraineté n'a pas bougé d'un point. C'est-à-dire que moi, je vois ça comme « Wow, le Canada est en train de devenir ça, on ne contrôle pas nos frontières », et ça n'a pas convaincu personne d'adhérer à la souveraineté. Est-ce que ça vous inquiète? Parce que la probabilité, c'est que, mettons, si Pierre Poilievre arrive, là, il va plus respecter les juridictions des provinces que Trudeau, il va avoir moins d'arguments favorables à la souveraineté. Parce que ça vous décourage pas de dire, mais malgré des arguments qui ont l'air convaincants, on était à 35 %, on est resté flat à 35 %. Bon, on a fait du 38, mais vous avez raison. Ce ne sont pas des variations... Est-ce que les gens sont attachés au Canada ou sont amorphes par rapport à la souveraineté ou ils sont pas là pantoute? Ou... Je pense que les gens, tout comme moi d'ailleurs, comme père de famille, vivent leur lot de difficultés au quotidien, inflation, crise du logement, sentiment que la sécurité est en baisse, notamment à Montréal. Bref, il y a plein de questions au quotidien qui découlent de mauvaises politiques, puis de ces problèmes-là entre le fédéral et le Québec, certes. Mais le quotidien des gens, c'est pas des problèmes conceptuels politiques. Et je pense qu'on peut dire, sans se tromper, que tant que ces questions-là seront pas immédiates, seront pas concrètes dans la vie des gens, depuis des années, l'indépendance est un peu comme un projet idéaliste ou un projet théorique. Tant que ce sera pas très, très concret et qu'on n'aura pas une discussion sur qu'est-ce qu'on fait, moi, je trouve pas ça anormal. Puis en même temps, mon rôle, c'est d'essayer de donner l'heure juste, d'essayer d'amener du changement vis-à-vis une situation qui est intenable, à mon avis, pour le Québec à long terme. Mais ce sera toujours aux Québécoises et aux Québécois de décider, de la même manière que lorsqu'on a donné raison à Jean Chrétien plutôt que de donner raison à Jacques Parizeau, ou même chose lorsqu'on a donné raison à Pierre-Éliott Trudeau plutôt que de soutenir René Lévesque, ben, ça a eu des conséquences sur la société québécoise. Le peuple a toujours raison. C'est toujours le dernier mot qui lui revient. Mais les choix qu'on fait démocratiquement ont des conséquences, on ne peut pas le nier. Moi, je pense qu'il y aura un rendez-vous avec l'histoire et on laissera parler les gens à ce moment-là. Paul Saint-Pierre Plamondon, merci beaucoup. Merci D'être passé nous voir. Au revoir.